Fraya a été l'une des plus grandes voyantes de l'histoire de France et Franck Ferrand cet après-midi nous raconte sa vie sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Pendant la Première Guerre mondiale, Madame Fraya a joué un rôle dont on peut dire qu'il n'a pas été négligeable. Avec Jean-Yves Le Naour, auteur de Nostradamus s'en va en guerre, 14-18, nous évoquerons cette recrudescence de médiumnité à la faveur de la Grande Guerre. Et disons-le, la Madame Fraya d'aujourd'hui est également des nôtres cet après-midi. Et oui, Yael Didier me fait l'amitié de passer nous voir. Il y a des années, nous avons interrogé l'histoire ensemble. Yael est venu avec son biographe Pierre Lunel, qui vient de lui consacrer chez First un ouvrage intitulé « Le futur existe déjà ». La question qui sous-tend l'émission d'aujourd'hui, ai-je besoin de vous le dire? Oh, elle est simple cette question. Esprit, es-tu là? Début septembre 1914 a lieu au ministère de la Guerre une scène étonnante. La guerre vient d'être déclarée, l'avancée allemande a été foudroyante. Dès le 2 septembre 14, les armées ennemies sont déjà à Senlis, on est à une cinquantaine de kilomètres de Paris et la question qui taraude tout le monde est évidente. Est-ce que les Allemands vont entrer dans Paris? Pris d'un vent de panique, le gouvernement songe à quitter la capitale. On est déjà en train de vouloir s'installer à Bordeaux et à 2 heures du matin, dans un appartement de la rue d'Édimbourg, dans le 8e arrondissement, le téléphone sonne. La dame qui est réveillée en pleine nuit est en chemise de nuit, une grande chemise de nuit rose, elle nous le racontera elle-même. Elle décroche le combiné et au bout du fil, une voix qu'elle ne connaît pas, c'est le ministère de la Guerre, lui dit-on. Madame Fraya, il faudrait que vous veniez d'urgence rue Saint-Dominique. Madame Fraya est la plus célèbre des voyantes du temps. Elle s'habille en hâte et la voilà qui prend le chemin du boulevard Saint-Germain. Dans un salon du ministère, imaginez les grandes boiseries empire, elle découvre toute une assemblée de ministres, de députés qui eux aussi ont été réveillés en pleine nuit pour une réunion de crise. Il y a là Théophile Delcassé, il y a Albert Sarraut, ministre de l'Instruction publique, il y a Aristide Briand. Certains n'ont pas eu le temps de bien s'habiller. Louis Malvy est en pyjama bleu, un par-dessus jeté sur les épaules, racontera-t-elle, et Alexandre Mirand est en pantoufles. C'est lui, Mirand, le ministre de la Guerre, le futur président de la République, Alexandre Mirand, qui a convoqué Madame Fraya. Il voudrait avoir l'avis de la grande voyante sur la situation. On est dans des heures extrêmement sombres et les hauts responsables politiques français, pour la plupart athées, francs-maçons ou anticléricaux, la plupart ont décidé de s'en remettre aux forces occultes pour connaître l'avenir immédiat du pays. Voilà ce que racontera Madame Fraya. Ce sont des propos rapportés par Simone de Tervagne dans son ouvrage « Une voyante à l'Élysée ». Je cite « Une indescriptible atmosphère d'angoisse planait sur ces hommes ». C'est donc bien Madame Fraya qui raconte l'histoire. Malvy, le premier, me demanda « Pensez-vous que les Allemands vont entrer dans Paris ?» Je lui répondis « Non, les Allemands n'entreront pas dans Paris. Leur victoire va tomber à l'eau. Aux environs du 10 septembre, ils seront obligés de se retrancher sur l'Aisne. » Alexandre Mirand me demanda alors sur quoi je me basais pour faire montre d'un tel optimisme. N'oubliez pas qu'à l'époque, tout le monde est convaincu que les Allemands vont entrer dans la capitale, bien entendu. Je me base sur un rêve que j'ai eu la nuit dernière, ai-je répondu. J'ai vu les Allemands reculer. Une date en gros plan s'imposait à moi, le 10 septembre. Les déclarations de Madame Fraya n'empêchent pas le gouvernement de déménager pour Bordeaux, raconte Jean-Yves Le Naour dans Nostradamus s'en va en guerre. Le gouvernement déménage donc le 2 septembre à 23h. N'empêchera pas non plus les 1400 tonnes d'or de la Banque de France de quitter la capitale pour un asile plus méridional, on ne sait jamais. Il n'en reste pas moins que, dans un moment critique où le doute l'a emporté, les responsables politiques désemparés se sont tournés vers l'irrationnel pour interroger l'avenir et pour se rassurer. Néanmoins, quelques jours plus tard, l'histoire va donner raison à la voyante. Dès le 6 septembre 14, c'est la grande offensive, vous savez, contre-offensive de l'armée française, organisée par Foch et par Joffre. On est donc dans toute la partie nord-est de Paris. Contre-offensive qui permet de refouler l'ennemi. Ce sera la fameuse bataille de la Marne. À l'initiative du général Gallieni, 700 taxis parisiens, les fameux taxis de la Marne, sont réquisitionnés pour amener au plus vite plusieurs milliers de soldats sur le champ de bataille. Et le 10 septembre,
et là c'est quand même assez extraordinaire, le 10 septembre, les Allemands donnent l'ordre de repli. Ils se retranchent dans l'Aisne, Paris est préservé. Madame Fraya avait vu exactement ce qui s'est passé. Alors, en ce mois de septembre 14, la voyante n'est pas à sa première prédiction, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est déjà célèbre dans tout Paris pour la justesse, pour la profondeur de ses visions. Derrière le pseudonyme de Madame Fraya se cache en vérité une certaine Valentine d'Ancos, une jeune femme qui était née dans les Landes en 1871 et que, disons-le, rien ne destinait à devenir voyante, si ce n'est que, dit-on, son père était un haut fonctionnaire au ministère des Finances, son père aurait lui-même eu par intermittence des visions et des dons assez extraordinaires. Quant à Valentine, elle n'avait jamais fait preuve d'un quelconque don qui sortit de l'ordinaire, et pourtant, au cours d'un séjour à Nice, d'un seul coup, elle a comme ça une espèce de révélation de sa vocation, une vision brusque. Elle se voit soudain seule à Paris dans un appartement sombre et elle voit des centaines de mains qui se tendent vers elle. Des mains d'hommes, de femmes, racontera-t-elle, surtout de femmes, fines et longues, aux doigts chargés de bagues étincelantes. Il en surgissait de toutes parts. Je les voyais avec une telle netteté qu'il me semblait qu'elles allaient me toucher. Donc, c'est comme ça que Valentine d'Ancos, comprend que son destin n'est pas dans la voie toute tracée qu'on aurait pu lui donner. Elle va quitter son mari, elle va se plonger dans toutes sortes de livres de divination, elle expérimente son don sur les mains de ses amis, elle devient chiromancienne, dans un premier temps dans les Landes, et puis elle a un tel succès qu'elle va finir par s'installer à Paris, où elle prend donc ce pseudonyme de Madame Fraya, en référence à une ancienne déesse germanique. Elle s'installe dans cet appartement cossu du 8e arrondissement, au 11 bis rue d'Édimbourg, un rez-de-chaussée qu'elle a aménagé pour rendre encore plus spectaculaire la force des visions dont elle est la dépositaire. Dans la capitale, on vante la justesse de ses prédictions. Madame Fraya acquiert bientôt une renommée immense. Dans son cabinet de consultation, alors on voit rue d'Édimbourg absolument défiler tout Paris. Sarah Bernard est là, Marcel Proust, Pierre Loti, Anna de Noailles, Lucien et Sacha Guitry dont nous parlions hier et dont je n'ai pas eu l'occasion hier de vous dire qu'ils étaient des clients fidèles de Madame Fraya et Madame Colette, etc. Et puis des têtes couronnées. La reine Nathalie de Serbie, la reine Marie de Roumanie, la reine Amélie de Portugal, etc. Près de la table de consultation, un talisman rapporté d'Inde par Pierre Loti. C'est un collier de la déesse des faveurs composé d'ambre et de turquoise. Pour quiconque serait réceptif à sa chaleur et à ses picotements, une connexion peut s'établir avec le précieux collier et ses radiations peuvent vous porter, dit-on, la plus grande chance. Or, à l'approche de la Grande Guerre, dans ce cabinet si célèbre, Madame Fraya va faire des prédictions assez troublantes. Dès le début des années 1910, elle va faire preuve d'une sensibilité étonnante à ce qu'on peut appeler un inquiétant présage. Elle semble pressentir le conflit qui approche. Vous me direz, elle n'est pas la seule à le voir arriver, cette guerre qui est en train de se dessiner. Mais elle sent, elle, que le conflit en question sera d'une gravité sans précédent. Les signes se font chaque jour plus forts, plus nombreux. Et Madame Fraya en a déjà elle-même le pressentiment, elle va être appelée à jouer un rôle historique. Un extrait de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel sur Europe 1. Et jusqu'à 15h, Franck, vous nous racontez l'histoire d'une voyante célèbre, Madame Fraya. Elle a joué un rôle pendant la Première Guerre mondiale. Alors, avant de continuer, je me demandais en fait en quoi consistent exactement ces prédictions. Oui, Madame Fraya exerce ce qu'on appelle la voyance pure, exactement comme Yael Didier qui nous en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire que les visions s'appuient forcément sur des éléments, il faut bien quelque chose, mais ça n'est pas tiré de l'analyse d'un oracle. Ce sont des visions qui viennent
viennent à la voyance, ou qui ne viennent pas, bien entendu, ça dépend des jours et des heures. Ce qui est certain, c'est que Madame Fraya a tendance, à s'appuyer beaucoup sur la graphologie. Très souvent, les personnes qui viennent la consulter lui soumettent un texte écrit à la main, c'est elle qui le demande, et à ce moment-là, elle décrit physiquement, moralement, la personne qui a écrit les lignes en question, donnant tous ses états d'âme, etc. C'est incroyable cette histoire. En 1913, le docteur Eugène Otzi, qui est le futur président de l'Institut métaphysique international de Paris, analyse le don de Madame Fraya. Il insiste sur le rôle de l'intuition. La voyance elle-même confirmera, je la cite, « Les lignes de la main ne sont pour moi qu'un élément incitateur. Cela favorise ma voyance, mais à la base, ce que je vois avant tout, ce sont des images. Ma voyance est provoquée par une sorte d'émotion de l'esprit, difficile à décrire. Par exemple, auprès d'un être destiné à une mort violente, j'éprouve un serrement de cœur plein d'angoisse et qui ne se dissipe qu'après le départ de mon visiteur. Chaque client m'apporte en somme son aura particulière, le fardeau plus ou moins lourd de sa destinée. Leur vie intérieure se manifeste de façon presque matérielle à ma sensibilité. » Le docteur Otzi ira même jusqu'à mettre en place tout un stratagème pour essayer de mettre à l'épreuve les dons divinatoires de Madame Fraya. Sur une feuille, il écrit quelques lignes de la main gauche, lui qui est droitier, et il prend soin de modifier son écriture, de la changer volontairement, bien sûr. Il va charger une femme, que Madame Fraya ne connaît pas du tout, de faire analyser l'écriture par la voyante. Alors, l'écriture est un peu grossière, comme l'écriture d'un droitier qui aurait écrit de la main gauche, évidemment. Et dès que la chiromancienne voit l'écriture, elle éclate de rire. Elle ne peut pas analyser une écriture qui a été volontairement maquillée, et cependant elle s'y essaie. C'est le docteur Otzi lui-même qui le dit. Il en sortit un petit chef-d'œuvre de psychologie et des révélations très nettes sur ma vie actuelle et ma vie prochaine qui m'avaient déjà été faites par elle précédemment. En juillet 1910, la voyante fait un court séjour à Vichy et un soir, après dîner, alors qu'elle est en train de se promener dans la ville parfaitement paisible, vous imaginez ce que devait être la ville d'eau en 1910, c'est paisible, Vichy évidemment, Madame Fraya aperçoit au loin, près d'un parc, une silhouette, celle, dit-elle, d'un homme trapu, lourdeau, avec des grâces d'ours apprivoisé. Et l'homme en question, c'est un très célèbre tribun, c'est l'un des hommes politiques les plus importants de l'époque, c'est Jean Jaurès en personne. Et il se trouve qu'il est intéressé par la chiromancie, Jean Jaurès. Et il l'a reconnu tout de suite, il va à sa rencontre et une idée obsède Jaurès, c'est l'idée de sa propre mort. Et une mort qu'il imagine assez dure. En pleine rue, Jaurès pose donc la question comme ça à Madame Fraya, toute go, si je puis dire, tout à trac. Je ne veux pas savoir quand je mourrai, demande Jaurès à Madame Fraya. J'aimerais savoir comment. Et là, sous la lumière d'un réverbère, la voyante prend sa main et dans cette main, elle voit s'esquisser cette mort violente dont elle ressent toujours elle-même les effets, comme elle l'a raconté tout à l'heure. Elle n'ose pas le dire à Jaurès. Et lui, évidemment, est conscient de l'embarras. Il voit très bien qu'elle n'est pas tout à fait dans son état normal. Alors il insiste, vous pouvez tout me dire, lui dit-il. Vous pouvez tout me dire, allez-y, que voyez-vous? Je vois que vous mourrez de mort violente, dit Madame Fraya. Et elle ajoute, dans la rue. Et là, Jaurès l'interrompt. Et moi, je vais achever votre prédiction, madame. Ce sera à la veille d'une déclaration de guerre. On était là en 1910 et on connaît les circonstances de la mort de Jaurès, évidemment. Assassiné par Raoul Villain au Café du Croissant, par la fenêtre ouverte sur la pleine rue Montmartre du Café du Croissant. Et c'était bien sûr le 31 juillet 1914, à l'extrême veille de la guerre. Plusieurs autres consultations étranges confirment plus ou moins le présage de guerre qu'avait Madame Fraya, et au tout début de l'année 14, la voyante reçoit dans son cabinet parisien la visite d'une femme vêtue de noir, grande, mince, très droite. Sans dire un mot, la dame lui aurait tendu un texte à examiner, toujours écrit à la main, sans signature. Celui qui a écrit ces lignes occupe une situation très élevée, dit la voyante. Cet homme qui n'est pas votre mari sera la cause de votre ruine. Le danger vous menace, tous, vous, vos enfants. Vous devrez un jour quitter votre pays. Le mot exil vous environne, madame. Eh bien, la femme en noir a eu une réaction de surprise. C'est insensé, dit-elle. Ma famille occupe une situation qui ne peut s'effondrer. Je suis la princesse de Saxe-Meiningen. Et cette écriture, c'est celle de mon frère, l'empereur Guillaume II. Et là, Madame Fraya aurait répliqué « Je maintiens tout ce que je viens de dire. Bientôt, votre frère déclarera une guerre. Il y perdra sa puissance car il sera vaincu. »
C'est ce que racontera bien plus tard, évidemment, la princesse de Saxe-Meiningen. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo. Je ne vous apprends rien. Un mois plus tard, la guerre éclate. Et après sa prédiction de septembre 14 au ministère de la Guerre, c'est le président de la République en personne, c'est Raymond Poincaré, qui va demander à rencontrer Madame Fraya. Ce qui est passionnant, nous dit Jean-Yves Le Naour, c'est de voir comment, face à la peur, à l'angoisse et à la mort, même les esprits les plus forts recourent à l'irrationnel. Madame Fraya est donc convoquée à l'Élysée. Vous imaginez la scène. Dès mon arrivée au 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, racontera-t-elle plus tard, à l'entrée, je fus introduite dans une sorte de bureau où je dus inscrire sur une feuille mon nom véritable. Valentine d'Ancos, épouse d'Elmas. Je me souviens très bien d'avoir hésité un moment avant de préciser le but de ma visite, puisqu'il fallait écrire le but de la visite sur le cahier. Ainsi que c'était stipulé donc. Je ne pouvais pourtant pas écrire « Lire l'avenir dans les mains du président de la République ». Donc je me suis contenté de griffonner ces mots « Invité par Monsieur le Président de la République ». Cet après-midi, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire de la voyance et de la politique. Et vous le savez, au cœur de l'histoire, c'est votre émission. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et ses invités Yael Didier et Pierre Lunel. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou bien sur Twitter avec le hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous nous intéressons à la place de la voyance en politique jusqu'à 15h sur Europe 1. Et Franck, nous sommes au cœur de la Première Guerre mondiale et le président de la République reçoit une voyante à l'Élysée. Eh oui, Madame Fraya, donc, cette voyante qui déjà avait manifesté son don dans le cabinet du ministre de la Guerre, rue Saint-Dominique. Et voilà donc maintenant Madame Fraya reçue dans celui du président de la République. Elle trouve un Raymond Poincaré pour le moins grave, inquiet, le visage plus pâle que d'habitude, encore si je puis dire, parce qu'on ne peut pas dire de Poincaré qu'il ait eu le teint tellement rougeau. Il initie la conversation en évoquant Mata Hari, l'espionne dont il vient de refuser la grâce. Donc ça vous dit, ça vous situe l'époque, on est exactement il y a 100 ans. Bien vite, le sujet va évoluer vers ce qui préoccupe le président de la République, c'est-à-dire l'issue de la guerre. Le président voudrait savoir comment la voyante perçoit la fin du conflit. Madame Fraya lui raconte son entrevue avec la princesse de Saxe-Meiningen dont je vous parlais tout à l'heure, avec la sœur de l'empereur Guillaume II. Je puis vous affirmer, monsieur le président, que cet homme court à sa perte. Croyez-moi, sa puissance n'est plus qu'une façade. J'ai dit à sa sœur que Guillaume II terminerait sa vie en exil, je le maintiens. Ne croyez-vous pas, monsieur le président, que cela présage nettement sa défaite ? Le président aurait retenu la voyante en tout plus d'une demi-heure dans son bureau et lorsque Madame Fraya quitte l'Élysée, la rumeur de cette étonnante consultation commence tout de suite à se répandre et pas seulement dans l'entourage du président de la République. On dit qu'à ceux parce qu'il y a des gens évidemment qui s'étonnent tout ça, on dit que Poincaré leur répond systématiquement « Oh, mais j'irais jusqu'à recevoir le diable à l'Élysée s'il pouvait m'aider à gagner la guerre ». On est dans une situation désespérée. C'est ça, c'est ce que montre très bien l'ouvrage de Jean-Yves Le Naour qui nous expliquera ça tout à l'heure. Après la guerre, Madame Fraya va continuer à fréquenter des personnalités politiques de premier plan. On sait que Clémenceau est un habitué de son rez-de-chaussée. Elle va se rapprocher donc d'autres artistes. Je vous ai dit qu'elle voyait Lucien Guitry, elle va voir maintenant Sacha Guitry, et puis Colette, etc. Et au milieu des années 30, on dit que Madame Fraya aurait prédit qu'il n'y aurait pas de guerre pour 1939. Sa seule excuse, c'est qu'elle n'est pas la seule à s'être fourvoyée, nous dit Jean-Yves Le Naour. On ne peut pas réussir à tous les coups. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la clientèle se raréfie. Madame Fraya est de plus en plus affaiblie à ce moment-là et jusqu'au milieu des années 50, pourtant jusqu'à sa mort en février 54, elle va continuer à donner des consultations. Et c'est Simone de Tervagne qui le raconte, je la cite. Assise sur son lit en robe de nuit rose, toujours très coquette, très soignée, la loupe à la main, le visage doucement éclairé par la petite lampe de sa table de chevet, où, depuis qu'elle était alitée, un superbe chat noir semblait monter la garde, elle donnait de plus en plus une impression de surnaturel.
La semaine dernière, me dit-elle, j'ai été à 2 doigts de la mort, je n'avais plus que 5 de tension, le professeur qui me soigne était très pessimiste. Mais moi, je savais bien que mon heure n'avait pas encore sonné. Tandis qu'il rédigeait une ordonnance, la dernière croyait-il, quoique très affaiblie, je me suis surprise en train de l'observer pendant qu'il écrivait. Eh bien, malgré moi, croyez-le ou non, j'analysais son écriture. Mais oui, mon petit, je faisais sa graphologie. Bonjour Yagal Didier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est précisément cette dame, Simone de Tervagne, qui a si bien connu Madame Fraya, qui vous a dit un jour, vous êtes la nouvelle Madame Fraya. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. J'étais très touchée et je ne sais pas si je mérite cette comparaison. Mais moi, j'ai eu la chance, grâce à Simone de Tervagne, d'avoir entre les mains le fameux collier de Pierre Loti. Ah oui. Et c'est vrai que c'était très, très, très émouvant. Mais c'est une femme extraordinaire. Peut-être un collier que vous sentez chargé d'ondes ? Je pense qu'il avait été tellement... Vous savez, c'est toujours comme tous les objets qui ont été quand même très touchés. Par tout le monde, oui. Je peux pas dire que... Bon, c'est l'émotion plutôt qu'il est appartenu à Madame Fraya qui m'a touchée. Plutôt que... Non, sincèrement, je peux pas dire que ça m'est bouleversée. Elle a joué un rôle dans votre propre vie, Madame Fraya. Est-ce que le fait que cette dame ait réussi à devenir l'intime des grands de ce monde, qu'elle ait été consultée dans les heures les plus terribles de la guerre par le président du Conseil, par le président de la République, etc., est-ce que ça vous a donné en quelque sorte envie de poursuivre, vous, sur cette voie ? Est-ce qu'elle a été en quelque sorte un modèle pour vous ? Elle a été un modèle, mais ça m'a paniqué parce que je me suis dit, mon Dieu, suis-je à la hauteur ? Vraiment, très modestement, je ne pense pas, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a quand même rencontré des gens fabuleux. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait... est-ce que je pourrais être convoqué à l'Élysée ? Devant de nombreux témoins, elle dit que les Allemands n'arriveront pas jusqu'à Paris. Elle voit cette date du 10 septembre. Or, il s'avère qu'incontestablement, l'ordre de reflux du haut état-major allemand est bel et bien daté du 10 septembre. Bon. Et puis après, par contre, en 1939, au moment où va éclater la Deuxième Guerre mondiale, alors là, si vous me passez l'expression, elle se plante complètement, elle ne voit pas la Deuxième Guerre mondiale. Vous expliquez ça comment, vous, ses réussites et ses échecs, en Oui, quelque mais c'est sorte. normal, j'en fais partie. Je veux dire que ça m'arrive en permanence quand même. Non, ce que je trouve très extraordinaire, la première prédiction où elle ne s'est pas trompée, elle l'a vue en rêve. Et moi, je dois dire que en ce qui me concerne, mes rêves sont très précis. Et si un jour je rêve une chose comme ça, je sais que j'aurai raison. En revanche, oui, c'est normal, c'est humain. Et... En fait, vous avez un terme, vous, pour désigner ça. C'est-à-dire que dans l'exercice de ce qui est un don divinatoire, aussi vieux que le monde, puisqu'il y a eu des oracles dans toutes les civilisations, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est un trait profond de la nature humaine même. Dans ces oracles, il y a à la fois le travail sur vous-même, la méditation, etc., qui vous permet d'entrer en contact avec les clients ou les clientes qui viennent vous consulter. Bon. Et puis, il y a ce que vous appelez, vous, les flashs. C'est ça, les rêves en question. Alors là, ça, c'est pas sur commande, ça. Non, ça, c'est comme ça. C'est ce que vous racontiez, c'est très juste. C'est-à-dire qu'elle voyait des personnes. Moi, au début, j'ai commencé à voir, je prenais la main des gens. J'ai jamais appris la chiromancie, mais je voyais très bien dans les lignes de la main. Et après, il y a eu la boule de cristal. Ce sont des supports, absolument. Alors, nous allons revenir sur tout ça, Yagal Didier, mais nous avons ici un historien qui a étudié de très près le rôle de la voyance pendant la Première Guerre mondiale. C'est Jean-Yves Le Naour. Il nous arrive par moto parce que son train était en retard. Mais bref, après beaucoup de circonstances, il est là avec nous. Nous allons en profiter. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire.1. Franck Ferrand. J'ai été voir une fille qui lit dans l'avenir. Elle me dit, tu t'installes dans cette boule de cristal. Demande-moi, n'aie pas peur, tout ce qui te tient à cœur. Comme elle se concentrait, j'ai pu commencer. Est-ce qu'ils sont bien sincères quand ils parlent de m'aider? Est-ce qu'ils vont me pomper ou me faire avancer? Est-ce que pour moi le jour va bientôt se lever? Est-ce que ta boule te dit toujours la vérité? Elle me dit, t'inquiète pas Jack, tout ira bien. Non, ne t'en fais pas Jack, tu iras loin. Faut pas craquer, tu sais, ça ne te sert à rien. T'inquiète donc pas comme ça, c'est pas
extrait de Jack de Louis Bertignac sur Europe 1 et jusqu'à 15h, vous l'aurez compris, c'est le rapport entre la voyance et la politique que Franck Ferrand évoque cet après-midi. Et pour en parler davantage, le docteur en histoire et auteur de Nostradamus s'en va en guerre 1914-1918 chez Hachette Littérature, Jean-Yves Le Naour est avec nous. Bonjour Jean-Yves Le Naour. Bonjour Franck Ferrand. D'abord, merci d'être arrivé jusqu'ici. Vous connaissez l'anecdote de ce monsieur qui veut rejoindre à tout prix le général de Gaulle à Londres et qui est obligé de passer par l'Espagne. Il monte sur un navire au Portugal, il est dévié vers la Hollande, il repart. Enfin bref, il raconte ça à table et au bout d'un moment, le général de Gaulle lui dit « Bref, et vous voilà ». Eh bien vous voilà, Jean-Yves Le Naour, avec un très intéressant ouvrage qui nous montre jusqu'à quel sommet s'est hissé l'irrationnel sous tous ces rapports et dans tous ces aspects au moment de la Première Guerre mondiale. C'est l'urgence de la situation qui a poussé tous les responsables, tous les tenants de la société à se tourner vers les voyantes, les astrologues, etc. L'urgence sans aucun doute, et puis la peur de la mort de ses proches, la peur de la mort de son mari, de son fils. Ce n'est pas seulement et de la défaite du pays. Il y a à la fois une considération patriotique, cette angoisse collective, et puis cette angoisse individuelle, les miens qui sont sur le front. Oui, voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ça transcende les classes sociales. Quand vous avez quelqu'un dont vous avez peu de nouvelles, avec un courrier soumis à la censure, etc., vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie d'être auprès, et donc là, on peut dire que les voyantes n'ont pas chômé pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Ah non, puisque tout le monde veut savoir l'avenir. Et puis, ce qui est étrange, en fait, c'est que même en dehors de la voyance, on s'aperçoit que les Français ont cru en une victoire courte. Bien sûr, on le sait, qu'ils sont partis en pensant qu'ils allaient revenir au bout de 3 mois, mais en fait, tous les 3 mois, finalement, ils croient que la guerre, ce sera au printemps 15, que ce sera en septembre 15, que c'est ce vrai sera... que c'est un des enseignements de votre livre, c'est qu'on a l'impression que les gens vivent dans la permanente illusion que la guerre s'arrête dans les 3 semaines qui suivent. Et ils ont vécu pendant les 4 années avec cette illusion-là, en fait. C'est peut-être ce qui permettait de tenir aussi. C'est aussi ce qui permet de tenir. Mais en 1917, il s'est passé quelque chose, c'est qu'effectivement, il y a eu l'horizon bouché après le chemin des dames. Et on a décidé d'attendre d'avoir la supériorité matérielle, les chars, les avions, et la supériorité numérique, on attendra les Américains. Donc là, à partir de ce moment-là, on entre, si vous voulez, dans une phase un peu plus rationnelle, et on voit aussi que le nombre de prédictions, de livres, de tracts, de brochures, baisse considérablement. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir que l'armistice a surpris les voyants, ils n'ont pas vu venir la paix. Et ce qui est assez étonnant, alors que beaucoup avaient vu venir la guerre, en revanche, ça on peut le dire, et notamment Madame Fraya, vous lui donnez une place un peu à part à Madame Fraya, même si on a bien compris en lisant votre livre que vous n'y croyez pas du tout à la voyance. Je crois que un historien, c'est l'esprit critique par excellence. Oui. Si on n'est pas critique, il ne faut pas faire le métier d'historien. Elle a vu la guerre en 1913, comme beaucoup d'autres voyants, parce qu'en 1913, c'était les guerres balkaniques, et entre l'Autriche, la Serbie, ça pouvait, en 1913, le Konrad von Hotzendorf, le chef de l'armée austro-hongroise, a réclamé 25 fois l'entrée en guerre contre la Serbie. Donc ça aurait pu être la Première Guerre mondiale, puisque la Russie aurait soutenu, etc. Mais ça nous entraînerait sur un autre terrain, mais ça montre à quel point cette guerre n'est pas du tout née d'un hasard, comme on a souvent voulu le dire. Hein, cette fameuse étincelle de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo n'est qu'un épiphénomène, mais la guerre, elle était là, elle s'annonçait et elle devait naître à cet endroit précis d'ailleurs, depuis longtemps déjà, même depuis bien avant 1913. Mais enfin bref, on va fermer cette parenthèse et revenir sur le besoin qu'avaient les gens, pas seulement en France bien entendu, pendant cette Première Guerre mondiale, d'interroger tous les signes. C'est-à-dire que des signes auxquels dans une vie plus normale ou plus heureuse, on ne ferait pas attention, là d'un seul coup, on se mettait notamment à compter les dates, à faire de la numérologie, à tout. Vous nous montrez là, à tous azimuts, les gens passent leur journée à faire des calculs de numérologie par exemple, c'est étonnant. Oui, alors, ce qui est amusant aussi, c'est que les signes finalement, ça n'existe pas. Un signe, ça existe seulement à partir du moment où il y a un événement. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas, mais à partir du moment où il y a un événement, alors là, vous regardez c'est le principe Nostradamus, d'où votre titre d'ailleurs. Et oui. Bon, alors là, tout d'un coup, il y a eu une éclipse en août 1914. Il y a eu des sources, des fontaines qui étaient taries, qui ressurgissent, une aurore boréale, etc. Et on va collecter tout un tas de signes pour dire, regardez, c'était inévitable. Mais est-ce que la très grande activité de tous ceux qui interprètent les signes et de tous ceux qui transmettent les oracles pendant la Première Guerre mondiale, est-ce que ça va avoir un effet sur la conception même que les Français ont de l'irrationnel à la sortie de la guerre? C'est-à-dire qu'est-ce que les années 20, 30 ont été marquées par ça, ou est-ce qu'on est revenu exactement à la situation précédente?
Alors, on n'est pas revenu exactement à la situation précédente. Alors, il y a à la fois un naufrage de la prophétie, puisque à chaque fois que quand vous prévoyez la fin de la guerre dans 3 mois et que ça n'arrive pas, c'est que ça pose quand même un problème, évidemment. Par exemple, il y a des revues qui s'appellent les prédictions du mois qui ont fini par mettre la clé sous la porte, parce qu'elles avaient pas vu d'ailleurs qu'elles allaient faire faillite. Ce qui change vraiment à la fin de la guerre, c'est que il y a peut-être une déception vis-à-vis de cette voyance, mais en même temps, cette voyance a été une béquille. Elle a soutenu le moral des gens. Bien sûr, ça a servi. Ça a permis de tenir, mais ce qui change aussi, c'est la flambée de spiritisme la fin de la guerre, qu'il n'y avait pas. Alors certes, ça c'est pour entrer plutôt en contact avec tous les défunts, et Dieu sait qu'il y en a eu des millions. Exactement, c'est que la France est un pays écrasé par le poids des morts. Après, en plus, il y a la grippe espagnole, donc ça n'aide pas. De plus, mais c'est 100 000 morts. C'est pour l'Allemagne, c'est 1 million de morts, mais pour la France, c'est 100 000 morts, ce qui fait que c'est quand même 1 400 000 morts à la guerre. Et là, cette flambée de spiritisme, eh bien, on voit bien que ce sont des parents en deuil qui cherchent à communiquer avec leurs défunts, avec leurs chers défunts, et les spirites, ils apportent un secours là aussi que n'apporte pas la religion, parce qu'ils disent que la mort, eh bien, ça n'existe pas, que le deuil, ça n'existe pas. Les morts sont simplement des désincarnés, des invisibles. Ils sont autour de nous. En tout cas, ce qui est très frappant, c'est que on avait jusqu'ici, et nous avons depuis le début du centenaire de la Grande Guerre eu l'occasion de l'évoquer à bien des reprises à ce micro, on avait mis en avant les bouleversements du paysage, puisque il y a la moitié de la France qui a été totalement bouleversée, chamboulée par les bombardements et les tranchées, tout ce qu'on veut. Bon, il y a eu un bouleversement de l'organisation sociale, avec notamment la prise de pouvoir par les femmes dans un certain nombre de familles, d'entreprises, etc. On a eu une évolution des systèmes sociaux et économiques, puisque le monde de 1919 n'est en rien celui de 1914. Et je ne parle pas là de tous les équilibres géopolitiques qui eux-mêmes ont changé. Mais ce que vous nous montrez, et alors ça, je vous avoue que je n'y avais jamais songé, c'est qu'il y a aussi un bouleversement psychologique intime. On ne sort pas tout à fait de la guerre comme on y était entré. La conception qu'on a de la vie, de la mort, des esprits a changé du fait de la guerre elle-même. C'est étonnant, ça. C'est étonnant, mais encore une fois, nous sommes dans une période d'urgence. Vous avez dit le mot de peur, d'angoisse existentielle, l'angoisse de la mort, et il faut conjurer cette angoisse. Alors ça peut être par des médailles miraculeuses, des fanions du Sacré-Cœur, auxquels on accorde un pouvoir presque superstitieux même, c'est-à-dire pouvoir protecteur des balles, etc. Des prières qu'on doit lire le matin pour se protéger des armes à feu dans les tranchées. Tous les soldats ont ça, presque. Mais oui, beaucoup. C'est ça. C'est une guerre qui est très étrange. C'est la guerre la plus moderne qui soit. Et en même temps, on y retrouve l'éternel humain. Et l'éternel humain, c'est-à-dire des fétiches, des gris-gris de toutes sortes. Les soldats italiens qui partent avec des sachets de terre autour du cou, parce que ça leur permettra de revenir dans leur terre. Il y a cette superstition-là. Enfin, voilà, c'est très étrange. Il y a une sorte de réaction, l'éternel humain, effectivement, qui résiste. Nostradamus s'en va en guerre, 1914-1918. L'ouvrage de Jean-Yves Le Naour est publié chez Hachette Littérature. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, il est question de voyance et de sa place notamment lors de la Première Guerre mondiale. Et nous avons la chance d'être en compagnie du spécialiste de la Première Guerre mondiale, Jean-Yves Le Naour, de la médium Yagel Didier et de l'universitaire Pierre Lunel, auteur de l'ouvrage Le futur existe déjà, biographie de Yagel Didier aux éditions First. Franck Ferrand. Bonjour Pierre Lunel. Bonjour. Biographie, je ne sais pas si le terme vous conviendrait. En fait, c'est plutôt vous avez cheminé avec Yagel Didier, vous l'avez observé dans son art. J'ai cheminé modestement, pris par la main par Yagel, qui m'a amené dans les arcanes de son don, où j'ai essayé de voir ce qu'elle voit. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas ce don. Est-ce que vous avez une approche bienveillante, si je puis dire? Vous étiez intéressé, ça c'est une évidence, mais vous croyez à la voyance avant de rencontrer Yagel Didier? Les deux, mon cher Franck. Je suis à la fois quelqu'un de curieux, comme un Américain, c'est-à-dire un naïf. Et puis en même temps, que voulez-vous, j'ai appris mes bases dans les facultés, alors ça m'a donné quand même un souci de vérité, de vérification. Oui, de doute. De doute, voilà, le doute cartésien. Mais en même temps, j'ai toujours été fasciné par cette dimension de l'humain qui nous dépasse et qui est une vraie dimension de l'humain et qui va vers des connaissances
que la raison ne nous donne pas. Et ça, c'est un des aspects les plus intéressants de l'étude de Jean-Yves Le Naour. Il nous parlait de la béquille qu'avait apporté tous ces domaines irrationnels, Yaghel Didier. Est-ce que vous avez le sentiment d'apporter un soutien psychologique aux gens qui viennent vous consulter ? Bien évidemment, et les gens me le disent. Après, ils m'envoient des petits mots en me disant « Madame Didier, grâce à vous, j'ai tenu le coup, grâce à vous, c'est ça. Il y a cette dimension-là. » C'est évident qu'elle fait partie. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, Madame Fraya, mais vous faites comme elle, ne dit pas toujours tout ce qu'elle voit. Évidemment, on peut pas, c'est pas possible. Les gens viennent là, évidemment, pour être aidés. Ils viennent pas nous voir pour être démolis, assommés. Ça arrive. Je connais des gens qui n'ont pas cette psychologie. En tout cas, moi, ça fait partie de moi, donc c'est très très important. Alors, le futur existe déjà. Le titre lui-même, Pierre Lunel, est assez peu favorable au doute. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous dites en gros que notre destin est écrit ? Il faut bien se rendre compte que notre destin est de temps à autre écrit. Il l'est peut-être tout le temps, mais nous ne le savons pas. En revanche, quand on a la curiosité d'essayer, comme tout le monde, tout un chacun, nous avons le désir de savoir ce que le futur nous prépare. Mais je dirais que les politiques, plus que les autres, parce que peut-être qu'ils sont vraiment sur des fils, comme ça, entre deux rives, et qu'ils craignent de se casser la figure à tout bout de champ. Leurs décisions sont graves. C'est quand même, et ça c'est un des aspects les plus étonnants, Jean-Yves Le Naour, dans ce qui s'est passé en 14-18, c'est que des personnalités dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas très ouvertes à athée. On parlait de Clémenceau l'autre jour, on a fait une émission ici même sur Clémenceau. Bon, tout le monde sait ce que je pense de Clémenceau, c'était un autre sujet, mais ce n'est pas quelqu'un de très ouvert à la spiritualité comme ça a priori. Non, il n'est jamais rentré dans une église de sa vie, sauf une fois parce qu'il pleuvait. Oui, voilà. Sinon, il attend dans les cérémonies, il attend. Et là, on le voit faire la queue chez Madame Fraya pour venir. Et il y est allé pas une fois, il y est allé un certain nombre de fois. C'est étonnant, ça, quand même. Oui, c'est étonnant, mais en même temps, c'est la voyante du tout Paris. Oui. Donc c'est presque un rendez-vous. Une dimension sociale, vous voulez dire ? Oui, voilà. Quand Mitterrand se faisait tirer les cartes, disons que est-ce qu'il y croyait vraiment ? C'est une autre question. En fait, c'est la question de tous les consultants, c'est que on se demande si l'on y croit, mais néanmoins, d'une certaine manière, on y croit, sinon on ne serait pas là, et sinon on n'écouterait pas l'oracle, si je puis dire. Vous avez cette dimension, entre guillemets, de consécration, Yaghel Didier, venir voir une célèbre voyante, c'est un moyen de se dire qu'on a déjà quelque part réussi dans la vie. Vous avez ce sentiment ? Non, je pense pas. Vous êtes trop modeste, à mon avis. Non, je pense pas. Oui, la réalité est toujours là, bien présente. Vous avez en tout cas, on peut pas citer, bien sûr, on connaît tout ça, mais on ne peut pas citer les noms, mais vous avez des personnalités mondialement très importantes parmi votre clientèle. C'est arrivé, oui. Mais vous savez, c'est très étrange, mais parce que lorsque ces personnages viennent vous voir, on n'y pense même pas. Moi, j'ai devant moi un être humain avec sa fragilité, ses forces, ses fragilités, ses faiblesses. En même temps, si c'est une personnalité très puissante dans le monde, vous ne pouvez pas faire totalement abstraction aussi. Non, c'est marrant, ça m'impressionne pas du tout. Bon. Non, je vois quelqu'un d'autre. C'est marrant, je pense jamais à ce que la personne représente. En tout cas, je suis pas du tout. Alors, ce que je sais moi, et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, Yaghel, c'est que vous vous intéressez de très près à l'histoire, alors que beaucoup de médiums sont tournés vers le futur, c'est votre cas aussi, mais vous êtes souvent tournés vers le passé. Et nous avons fait, alors là, je suis témoin, puisque j'ai fait ça nous avons fait quelques dizaines d'expériences ensemble, il y a longtemps maintenant, il y a une quinzaine d'années, mais vous êtes capable d'évoquer des figures du passé. C'est ce qui vous a le plus étonné, ça, Pierre Lunel ? Moi, je trouve ça absolument fascinant, mais qu'il me soit permis, mon cher Franck, de faire allusion à une vision du futur qui, émanant de Yaghel, m'a complètement subjugué. Elle a été faite à une de ses amies en 2013. Et en 2013, donc, la personne en question lui parle du futur. Les gens notent beaucoup et lui parle du futur politique de notre pays. Et alors, évidemment, des noms fleurissent. Qu'en est-il de Sarkozy ? Rien. Mais alors, peut-être c'est Hollande qui va revenir. Non. Et finalement, la réponse a été, je vois quelqu'un, 2013, je vois quelqu'un de très jeune qui va emporter tout sur son passage.
En 2013. À mon avis, vous allez avoir bientôt Emmanuel Macron dans votre cabinet, Yagal Didier. Bon, alors revenons à l'histoire. Alors sur l'histoire, moi j'ai voulu jouer mon petit Franck Ferrand. Autrement dit, je me suis pas contenté de lire les conversations avec la reine sur Marie-Antoinette ou les confidences sur la Pompadour. Ou les livres de Michel de Grèce, les grandes voyances de l'histoire. Les livres de Michel de Grèce, évidemment, qui évoquent beaucoup de ces visions de Yagal concernant les mystères de l'histoire. J'ai voulu moi aussi lui soumettre quelques enveloppes. Alors j'ai choisi évidemment des sujets dont il me paraissait qu'elle ne pouvait pas bien les connaître. Un jour, dans une enveloppe, j'ai mis une double photo séparée. Il y avait la photo d'un homme qui était Hitler. Et il y avait la photo d'une dame, d'une jeune femme, qui était sa nièce, Gélie Raoubal. Et on sait, tous les historiens savent, qu'il a nourri vis-à-vis de sa nièce un amour coupable, avec des déchaînements peu racontables, si je puis dire. Mais c'est presque un secret de famille. Presque un secret de famille, mais il y avait des lettres. Et elle caresse ces enveloppes, comme elle a coutume de le faire, et elle me dit, je vois un homme... Attendez, si vous permettez, Pierre Lunel, vous me faites un trop beau teasing, nous revenons dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est déjà la dernière partie au cœur de l'histoire du rapport entre la voyance et la politique. Et pour en parler, Franck, nous sommes toujours en compagnie de la médium Yagal Didier, du docteur en histoire Jean-Yves Le Naour et de l'écrivain Père Pierre Lunel, qui a démarré juste avant la pause une anecdote tout à fait passionnante. Oui, vous avez placé la photographie de Gélie Raoubal, qui est donc la nièce d'Adolf Hitler, dans une enveloppe et tendu l'enveloppe à Yagal. Alors on sait comment elle fait, elle pose la main sur l'enveloppe, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans et elle commence à parler. Si elle essaie de la chauffer, enfin j'en sais rien, moi, mais Yagal pourrait nous le dire. En tout cas, petit à petit, mais je passe les détails évidemment, elle commence de dire, cet homme, je le vois dans des foules, je le vois environné de drapeaux, je le vois environné d'oriflammes, il y a des cris, il y a des masses humaines. Tiens, finalement elle finira par me dire, il est sans doute autrichien. Comment a-t-elle pu savoir que c'était la photo d'Hitler et par conséquent qu'il était autrichien? Et puis alors, mais je dis, mais il y a une deuxième personne. Ah, elle continue. C'est une jeune femme, très jeune, et elle est apparentée à cet homme. Et elle nourrit, elle aussi, une passion pour cet homme. Et c'est réciproque, mais c'est malsain du côté de l'homme. Et alors ça, on sait ça. Et on a pensé que quand elle est morte, suicidée, c'était peut-être parce que Hitler avait été mécontent du fait qu'elle ait eu un amour avec un jeune étudiant juif. Mais elle nous dit pas ça. Elle nous dit, c'est parce qu'il y avait des lettres. Et ces lettres, nous sommes en 1930, autrement dit très peu de temps avant qu'il devienne chancelier, avant la prise de pouvoir. Ces lettres sont compromettantes pour Hitler. Si jamais on les connaît, si jamais on les diffuse, il est foutu. Et à ce moment-là, c'est cet homme qui fait tuer sa nièce. Ce n'est pas lui qui la tue, c'est un autre homme. Et il est blond. Et elle me raconte l'assassinat de Gélie Raoubal. Comme si nous y étions. Mais on avait fait une expérience à laquelle vous participiez sur Gilles de Rais, qui n'était pas mal non plus dans le genre, avec des éléments sur les mouvements de foule, etc., qui étaient très spectaculaires. Moi, je me rappelle, ça m'avait pas mal bouleversé aussi. Comment est-ce que... Alors, je sais bien qu'on a dû vous poser cette question 1 million de fois, Yagal Didier, et que vous répondez à peu près à chaque fois, je n'en sais rien. Mais comment est-ce que vous expliquez, vous, cette capacité à entrer en contact avec je ne sais pas quoi, avec quoi, des vibrations? Je ne l'explique pas, je le vis, et c'est tellement... Vous le vivez depuis quand, vous? Comment? Vous le vivez depuis quand? Depuis très très toute petite, hein, j'ai toujours eu des sensations, mais comme je répète, je ne savais pas que c'était de la voyance, donc je faisais ça comme ça. Et puis j'ai compris que c'était de la voyance le jour où cet astrologue m'a dit que j'avais ce don de voyance et que j'ai développé au fil des années. Mais comment dirais-je,
pour moi, c'est presque naturel. Et lorsque je vous écoute raconter ce que je raconte moi, je suis épatée parce que je me rends pas compte du tout. Je vis ça comme une espèce de... D'abord, je trouve que c'est un miracle quotidien. Enfin, c'est un miracle, c'est magique. Je veux dire, d'être là, de pouvoir aider des gens, que des gens vous renvoient du courrier en disant grâce à vous. Je veux dire, c'est quelque chose... Mais comment le dire? Je le vis d'une façon très... avec, je pense quand même, une certaine humilité, même beaucoup d'humilité. Je crois qu'il faut rester humble vis-à-vis de ce don, parce que c'est un don. Il y en a qui ont dans de la musique, comme tous les dons. Mais pour moi, je vous écoute, Pierre, je dis, ah bon, j'ai dit tout ça? Je suis la première étonnée. Vous avez peut-être plus de facilité pour saisir les drames en suspens, si je puis dire. Il y a pas mal d'assassinats dont vous aviez, sinon annoncé l'occurrence, n'exagérons rien, mais en tout cas senti le danger. Oui, parce que là, c'est comme s'il y avait une espèce de charge émotionnelle très très forte. Vous avez remarqué qu'avec certaines voyances sous enveloppe, lorsqu'il y a des tragédies, je me mets à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je suis prise d'une émotion et je fonds en larmes et je suis très très mal tout d'un coup. Donc c'est quand même c'est comme une espèce ce sont des vibrations que je capte, sûrement, sous l'enveloppe, peu importe d'ailleurs qu'il y ait enveloppe ou pas. Et voilà, donc bon, je trouve ça très naturel, quoi. Oui, bah c'est bien, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Je crois qu'il y a abolition du temps et de l'espace. Et voilà, je crois que c'est ça surtout, mais alors là, ça nous entraînerait dans un autre type d'émission. Oui. Le chemin de vie d'une médium pas comme les autres, Yag El Didi avec Pierre Lunel, Le futur existe déjà. C'est un ouvrage qui est publié dans la collection de Didier Van Kovelaert, témoin de l'extraordinaire. Merci beaucoup, Yag d'être venu. Merci à Pierre Lunel d'avoir fait le voyage. Décidément, tout le monde est venu de très loin pour nous voir aujourd'hui. Et il faut encore une fois saluer l'exploit de Jean-Yves Le Naour qui a réussi à être à l'heure dans ce studio pour évoquer toute la vague d'irrationnel qui s'est emparée de la France au moment de cette première guerre mondiale avec le recours à tout ce à quoi on peut se raccrocher d'une certaine manière. Nostradamus s'en va en guerre 1914-1918, c'est publié chez Hachette Littérature. Merci.